La lumière ne voyage pas. Elle n'est nulle part entre la source et tes yeux. Et ce que tu appelles un photon n'est ni une particule ni une onde. Et la physique le démontre. Tu utilises la lumière à chaque seconde. Ton écran en ce moment. Le ciel dehors. Les lampes dans la pièce. Tu crois savoir ce qu'elle est. Mais si je te demande ce qu'est vraiment la lumière, tu vas me donner une réponse qui était vraie au XIXe siècle. Et complètement dépassée depuis. Parce que la lumière est la chose la plus étrange que la physique ait jamais découverte. Plus étrange que les trous noirs. Plus étrange que le Big Bang. Et voici la chose qui dérange le plus. Cette étrangeté n'est pas un problème en attente de solution. Ce n'est pas une lacune provisoire dans notre compréhension. C'est la réponse définitive. La nature de la lumière est fondamentalement incompréhensible pour un cerveau humain. Et Feynman lui-même, l'un des plus grands physiciens du XXe siècle, l'a dit clairement. Personne ne comprend vraiment la mécanique quantique. Personne. Ni lui. Ni Einstein. Ni personne d'autre. Et si tu penses comprendre, tu n'as pas encore regardé assez près. Voici les 3 choses qu'on va démolir aujourd'hui. 1. Pourquoi la question « La lumière est-elle une onde ou une particule » est une question mal posée. 2. Pourquoi la vitesse de la lumière n'est pas une propriété de la lumière, c'est une propriété du vide. 3. Ce que l'intrication quantique dit vraiment sur la séparation entre les objets et sur ce que tu es. Tu allumes une lampe dans une pièce sombre. La pièce s'illumine presque instantanément. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ton intuition te dit, des particules de lumière sont sorties de la lampe, ont traversé la pièce et ont atteint tes yeux. Comme des balles minuscules. Des projectiles lumineux. C'est clair. C'est simple. C'est logique. Et c'est faux. Mais l'autre explication, la lumière est une onde, est fausse aussi. Pas partiellement fausse. Complètement fausse dans des circonstances précises. Voilà le problème réel. Depuis 300 ans, les plus grands physiciens de l'histoire se sont disputés sur la nature de la lumière. Newton était dans le camp des particules. Des corpuscules, il les appelait. De petites unités de matière lumineuse volant en ligne droite. En face, Huygens défendait que la lumière était une onde. Une perturbation qui se propage. Comme les vagues dans l'eau. 2 génies. 2 visions opposées. Qui avait raison? La réponse va te mettre mal à l'aise. Les 2 avaient raison. Et les 2 avaient tort. En 1801, Thomas Young a effectué une expérience simple. Une source de lumière. Une plaque avec 2 fentes étroites. Un écran de l'autre côté. Si la lumière était des particules, tu verrais 2 bandes lumineuses. Une par fente. C'est ce que Newton aurait prédit. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Young a vu un motif de frange. Des bandes alternées claires et sombres. Exactement le motif qu'on obtient quand 2 ondes interfèrent. La lumière avait traversé les 2 fentes en même temps. Et elle avait interféré avec elle-même. Comme une onde. Cas réglé. Newton avait tort. Mais pas si vite. En 1905, Einstein étudie l'effet photoélectrique. Quand la lumière frappe un métal, des électrons sont éjectés. Et Einstein découvre quelque chose qui ne s'explique pas avec des ondes. L'énergie des électrons éjectés ne dépend pas de l'intensité de la lumière. Elle dépend de sa fréquence, de sa couleur. Comme si la lumière arrivait en paquets discrets. Des quantités fixes, indivisibles. Einstein les a appelées photons. Et il a démontré que l'effet photoélectrique est impossible à expliquer sans ces paquets. La lumière est des particules. Alors, onde ou particule? La logique dit que ça ne peut pas être les 2. Et pourtant, si tu conçois une expérience pour détecter des ondes, la lumière se comporte comme une onde. Interférence. Diffraction. Tout apparaît. Si tu modifies l'expérience pour détecter des particules individuelles, comptez les photons un par un. La lumière se comporte comme des particules. Des paquets discrets. Arrivant séparément. C'est comme si la lumière savait ce que tu cherches. Et changeait de nature en conséquence. C'est la dualité onde-particule. Et avant que tu penses que c'est juste une curiosité sur la lumière. Attends. Parce que ce n'est pas juste la lumière. Les électrons font la même chose. Les protons aussi.
les neutrons, des atomes entiers, des molécules. La matière dont tu es fait en ce moment a cette même nature duale. Tu es fait de choses qui sont simultanément des ondes et des particules. Mais on n'est pas encore arrivé à la partie vraiment perturbante. Quand un photon n'est pas observé, quand aucun instrument n'interagit avec lui, il n'est pas dans un endroit précis. Il n'existe pas à un point défini de l'espace. Il existe dans tous les endroits possibles en même temps, en superposition. Imagine que tu pourrais être simultanément dans ta chambre, dans la rue, à l'autre bout de la ville et sur la Lune. Pas, peut-être ici ou peut-être là. Littéralement dans tous ces endroits à la fois. Jusqu'à ce que quelqu'un te regarde. Et à l'instant de l'observation, le photon choisit un endroit. Un seul. Et il apparaît là. Comme si l'acte de mesurer créait une réalité définie à partir d'un océan de possibilités. Et personne ne sait pourquoi ça se passe. Pas comment le mesurer. Pas comment le prédire. Pourquoi ça se produit. Feynman a dit que si tu penses comprendre la mécanique quantique, c'est que tu ne comprends pas vraiment la mécanique quantique. Ce n'était pas de la modestie. C'était un avertissement. Mais maintenant vient quelque chose d'encore plus fondamental. Quelque chose que personne n'explique vraiment. 300 000 km par seconde. C'est la vitesse de la lumière. Pourquoi pas 500 000? Pourquoi pas 1 million? Pourquoi pas l'infini? La réponse est cachée dans une propriété du vide lui-même. En 1865, James Clerk Maxwell étudiait l'électricité et le magnétisme. En apparence, deux forces séparées. L'électricité fait des étincelles. Le magnétisme attire le fer. Mais Maxwell a découvert qu'elles étaient deux faces d'une seule force. L'électromagnétisme. Ces quatre équations décrivent comment les champs électriques et magnétiques se propagent dans l'espace. En oscillant ensemble. En s'entretenant mutuellement. Et quand il a résolu ces équations, un nombre est apparu. 300 000 km par seconde. Pas comme résultat d'un mouvement. Comme résultat de deux propriétés du vide. La permittivité électrique du vide. Et la perméabilité magnétique du vide. Le vide-vide a des propriétés physiques mesurables. L'espace vide a une structure. Et cette structure limite la vitesse à laquelle n'importe quelle perturbation peut se propager. N'importe quel changement. N'importe quelle information. Et voilà le point que tout le monde manque. La vitesse de la lumière n'est pas une propriété de la lumière. C'est une propriété du vide. C'est la vitesse maximale à laquelle l'information peut voyager dans l'univers. Pas juste la lumière. Tout. Matière. Énergie. Signal. Cause. C'est la vitesse à laquelle la réalité se met à jour. Pense à ce que ça implique. Quelque chose change ici. Ce changement se propage dans toutes les directions à 300 000 km par seconde. Comme une vague. Mais dans l'espace-temps. La vague de causalité. En train de mettre à jour la réalité. Et rien ne peut dépasser cette vague. Parce que dépasser la vague de causalité, ça voudrait dire exister avant sa propre cause. Recevoir une réponse avant d'avoir posé la question. Le passé et le futur s'en mêleraient. La logique de l'univers s'effondrerait. Einstein l'a montré avec la relativité restreinte. À mesure que tu t'approches de la vitesse de la lumière, le temps se dilate. Les distances se contractent. Et l'énergie nécessaire pour continuer à accélérer augmente sans limite. À la vitesse de la lumière, il te faudrait une énergie infinie. L'énergie infinie n'existe pas. Tu peux t'approcher. Tu ne peux pas l'atteindre. Sauf si tu n'as pas de masse au repos. Les photons n'en ont pas. C'est pour ça qu'ils voyagent toujours à cette vitesse. Ils ne peuvent pas ralentir. Ils ne peuvent pas accélérer. Ils naissent à 300 000 km par seconde. Et ils meurent à la même vitesse. Mais maintenant voici la partie que Feynman a découverte. Celle qui rend tout encore plus étrange. Feynman a développé l'électrodynamique quantique. La QED. Et dans cette théorie, un photon qui va du point A au point B ne prend pas un seul chemin. Il prend tous les chemins possibles. Tous. Les chemins directs. Les chemins courbes. Les chemins en spirale.
les chemins absurdes qui semblent impossibles. Et quand on additionne toutes ces amplitudes, la plupart s'annulent. Ce qui reste ressemble au chemin direct. Mais les autres chemins ne disparaissent pas entièrement. Ils ont un effet. Ils interfèrent. C'est comme si la lumière explorait tout l'univers, pour aller d'un point à un autre. Comment est-ce possible? Personne ne le sait dans un sens intuitif profond. Feynman disait que la nature agit comme si elle faisait des calculs infiniment complexes, instantanément. Comme si chaque particule traitait toutes les possibilités en même temps. Et maintenant tout se connecte. La vitesse de la lumière n'est pas juste une limite de mouvement. C'est la limite de vitesse de la computation de l'univers. La vitesse à laquelle la réalité peut traiter l'information. La vitesse à laquelle cause et effet peuvent se propager. L'univers, au fond, est une machine à information. Et la vitesse de la lumière est l'horloge de cette machine. Mais il reste une dernière chose. La plus dérangeante de toutes. L'intrication quantique. Deux particules peuvent être intriquées, connectées d'une façon qui défie la distance. Tu mesures une propriété de l'une, et l'autre est immédiatement corrélée. Instantanément. Peu importe où elle se trouve. À l'autre bout de la pièce. À l'autre bout de la planète. À l'autre bout de la galaxie. Einstein appelait ça l'action fantomatique à distance. Et il espérait que ça prouverait que la théorie quantique était incomplète. Mais les expériences ont montré que non. Non. L'univers permet la corrélation non locale, sans permettre la communication plus rapide que la lumière. Comme s'il trichait, mais sans casser la causalité. Elles n'ont jamais vraiment été séparées. Elles font partie d'une même fonction d'onde non locale. Un raccourci pratique que ton cerveau utilise pour survivre. À l'échelle quantique, les frontières entre les choses sont floues. Tu es fait de particules qui ont interagi avec d'autres particules. Remonte à ces lois. Et tout dans l'univers observable partage une histoire commune. Un photon de lumière frappe ta rétine en ce moment. Ce photon a voyagé peut-être des millions d'années. Il a pris tous les chemins possibles pour arriver jusqu'ici. Et maintenant il déclenche une réaction chimique dans ton œil, qui devient un signal électrique, qui devient une pensée. La lumière n'est pas un simple messager. Elle est la limite absolue de la causalité. La vitesse à laquelle l'univers se connaît lui-même. Et toi, tu es à l'intérieur de ce processus. Pas en train de l'observer de l'extérieur. Dedans. C'est le vrai travail de la physique. Pas te donner des images rassurantes. Te montrer que tes images étaient fausses. Et que la réalité sans images est beaucoup plus étrange et beaucoup plus riche que n'importe quelle intuition. Si quelque chose a changé dans ta façon de voir le monde aujourd'hui, laisse-le dans les commentaires. Parce que dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer à quelque chose d'encore plus inconfortable. La gravité. Et la question qui va t'accompagner toute la semaine. Newton t'a dit que la gravité attire les masses. Einstein t'a dit que la gravité courbe l'espace-temps. Mais pourquoi la masse courbe-t-elle l'espace? Personne ne le sait.